19.0 de 2026, nous sommes dans la 4e année, jour 361 depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport de situation d'aujourd'hui, nous constatons encore des gains de terrain et une incursion russe près de Soumy. Nous constatons aussi de nouvelles attaques contre des raffineries et installations pétrolières. Et surtout les déclarations de notre propagandiste préféré, ainsi que l'ambiance d'alerte sur les chaînes technologiques russes et bien d'autres choses encore. Restez donc à l'écoute, abonnez-vous gratuitement si ce n'est pas déjà fait, et écoutez aujourd'hui encore un résumé des choses les plus importantes de la journée. Les forces russes ont apparemment pénétré dans la région de Soumy et ont occupé plusieurs villages frontaliers, Kharkivka, Komorivka, Bila-Bereza et Sidorivka. Toutes ces localités se trouvaient auparavant dans une soi-disant zone grise, c'est-à-dire une zone sans contrôle vraiment stable des deux côtés, surtout sans contrôle physique, comme c'est le cas à la frontière. Si vous ne connaissez pas cette situation frontalière, ou la situation générale à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, écoutez-moi un instant, je vais vous l'expliquer très brièvement. En effet, la frontière d'origine se situe dans cette zone frontalière. Là-bas, il n'y a pas de gardes-frontières qui se tiennent réellement à la frontière et qui attendent l'ennemi dans de petites tranchées. Non, cela n'existe pas. À 5 à 10 km autour ou derrière la frontière, ils considèrent toute cette zone comme un no man's land. Le contexte, c'est que lorsque les Russes attaquaient, les Ukrainiens ne pouvaient pas auparavant tirer sur le territoire russe avec des armes occidentales. Ils devaient donc légèrement se replier depuis la frontière. Cela signifie que les Russes disposent d'une zone de 5 à 10 km où ils peuvent utiliser des armes, mais seulement sur leur territoire. Il arrivait très souvent que les Russes se tiennent exactement à leurs frontières, de leur côté à portée d'artillerie des forces ukrainiennes. Et ils ne pouvaient pratiquement rien faire contre cela, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'attaquer là-bas avec des armes occidentales. Ainsi, comme mentionné, une zone tampon empêche notamment les Russes d'identifier plus facilement les unités ukrainiennes. Et d'autre part, c'est aussi la zone d'action au cas où les Russes attaqueraient. Et c'est précisément cette zone qu'ils ont maintenant pénétrée, et ils ont pu conquérir de bien plus petits villages. Des villages près de la frontière nationale ont été abandonnés. Les forces ukrainiennes confirment la traversée russe et annoncent un renforcement du secteur. Cela indique que l'on prend l'offensive au sérieux, même si le terrain lui-même semble d'abord insignifiant sur le plan opérationnel. D'après les estimations, la Russie contrôle désormais environ 20 km² supplémentaires. Ce n'est pas une percée en superficie, ni une percée tout court. Militairement, c'est l'aspect symbolique et tactique qui compte. La Russie déplace en effet la pression plus au nord et oblige l'Ukraine à engager des forces le long d'un axe supplémentaire. Les Ukrainiens l'ont également fait. De telles avancées remplissent plusieurs objectifs. Elles créent de l'incertitude à la frontière, obligent l'adversaire à redéployer ses réserves et testent les temps de réaction et la défense. Précisément parce que les villages sont petits et auparavant à peine fortifiés, la zone se prête à des opérations rapides et limitées. Il n'est pas certain pour l'instant si cela deviendra un axe d'attaque majeur. J'en doute encore, cela ressemble plutôt à une extension tactique de la ligne de contact qu'au début. D'après la situation actuelle, c'est la 33e. Le 33e bataillon de fusiliers motorisés est le principal assaillant dans ce secteur du côté russe, faisant face à un bataillon de volontaires du côté ukrainien. Ce qui sera décisif, c'est de savoir si la Russie va renforcer ses efforts là-bas, ou s'il ne s'agira que d'un petit gain de terrain limité et symboliquement exploitable. Les forces ukrainiennes ont déclaré avoir touché un hélicoptère russe K-27 en Crimée occupée. L'hélicoptère K-27 est un hélicoptère embarqué de la marine russe. Il est principalement utilisé pour la chasse aux sous-marins, la reconnaissance maritime et la coordination des opérations navales. Ces appareils sont essentiels pour la flotte de la mer Noire, car ils complètent les navires et élargissent leur capacité de détection. Mais surtout, ils peuvent également être utilisés dans la lutte contre les drones de surface ukrainiens qui, à l'époque, forçaient la flotte de la mer Noire à se replier vers les ports éloignés à l'est de la mer Noire. C'est pourquoi ils n'opèrent presque plus près de la Crimée. Un coup porté à un K-27 signifie donc bien plus que la perte d'un simple hélicoptère. Il affaiblit la reconnaissance, réduit la capacité de réaction face aux menaces en mer Noire et augmente bien sûr aussi la pression sur la présence russe autour de la Crimée. De même, un bateau d'assaut BK-16 a également été attaqué. L'un d'eux aurait été détruit près de la Crimée. Le BK-6 est un bateau d'assaut polyvalent assez rapide et puissamment motorisé. Ce n'est pas si mal. Il sert au débarquement, au transport de forces spéciales, aux patrouilles et à la sécurisation des côtes.
Grâce à sa grande vitesse et à sa maniabilité, il est particulièrement adapté aux opérations près des côtes ou dans les estuaires, c'est-à-dire là où l'on se sent plus ou moins en sécurité face aux drones ukrainiens. Les images récemment apparues montrent apparemment une épave gravement endommagée. La Crimée reste donc un point chaud non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan opérationnel. Même les petits systèmes mobiles comme les bateaux d'assaut, même s'ils ne sont pas du tout décisifs pour la guerre, surtout pas un seul, ne sont apparemment plus hors de portée des Ukrainiens là-bas, et montrent également, du côté russe, que les Ukrainiens peuvent atteindre ces endroits et y attaquer des cibles s'ils le souhaitent. Notre propagandiste préféré à tous, Solovyov, a de nouveau fait sensation avec des déclarations extrêmes. Dans son émission, il a expliqué en substance que la Russie n'avait pas pu ou voulu prendre Kharkiv et Tcherekiv par bonne volonté. Maintenant, Kharkiv doit cependant être rayé de la carte. Kharkiv doit quitter la surface de la Terre, la ville de Kharkiv doit disparaître. De telles formulations ne relèvent pas d'une simple rhétorique. Elles s'inscrivent clairement dans le registre du fantasme de punition collective à l'égard d'une ville de plusieurs millions d'habitants ou d'un peuple de plusieurs millions de personnes. Et surtout, s'il vous plaît, cette déclaration de sa part est tellement bonne, c'est vraiment dans l'esprit de « regardez-nous ». Nous sacrifions chaque jour un tas de soldats et beaucoup d'argent dans cette guerre insensée, et nous n'avons pas conquis une ville stratégiquement importante par pure bonne volonté. C'est tellement ridicule. C'est comme si, en 1945, on avait prétendu du côté allemand qu'on n'avait pas conquis Stalingrad par pure bonne volonté. Par pure bonne volonté envers les bolcheviks qui y vivaient, mais qui devraient quand même quitter la ville et la rendre. Ce n'est pas tout à fait exact, car à Stalingrad, il y a eu des combats, alors que la région autour de Kharkiv ressemblait à peu près à cela. Vous vous souvenez, oui, il y a eu un retrait russe après que les premiers jours de leur opération spéciale de 3 jours se sont mal passés. Il est également remarquable de constater l'étonnement constant que l'on entend dans les cercles de propagande russe. Pourquoi les Ukrainiens détestent-ils autant la Russie? Pourquoi y a-t-il si peu de volonté de réconciliation? Pourquoi ne veulent-ils pas se joindre à nous et simplement se soumettre? Des personnes en Allemagne se posent aussi ces questions. La capitulation et la soumission semblent toujours beaucoup plus agréables que de devoir mener une guerre, même si c'est pour se défendre. On préfère être l'otage d'un autre dirigeant plutôt que d'être blessé ou de tomber dans cette guerre. La réponse ne se trouve pas dans le brouillard, mais plutôt dans l'histoire et aussi dans le présent. L'Ukraine a fait partie de l'Empire russe pendant des siècles, puis de l'Union soviétique. Cette période a été marquée par la répression, la collectivisation forcée, la persécution politique, l'Holodomor dans les années 1930 qui a coûté la vie à des millions de personnes. Le souvenir de cela reste extrêmement vivant dans la société ukrainienne. Celui qui sait déjà ce que cela signifie de vivre ou d'avoir à vivre sous la domination russe ou soviétique ne voudrait pas revivre cela une seconde fois. S'ajoute le passé récent. L'annexion de la Crimée en 2014 a été mal perçue par les Ukrainiens. La guerre dans le Donbass n'améliore pas l'image des Russes. Et l'invasion à grande échelle depuis 2022 qui a détruit de nombreuses familles et villes ukrainiennes, provoqué des déplacements et des victimes civiles, n'arrange évidemment rien. Dans ce contexte, lorsqu'un animateur d'État célèbre parle publiquement d'anéantir une ville, cela ne fait pas que renforcer les images d'ennemis, cela les confirme même. Je trouve Solovyov toujours très intéressant, car il est exemplaire d'une logique de propagande qui confond la dureté avec la force et l'escalade avec la légitimité. Remettre en question l'existence d'une ville ne devrait pas surprendre si ses habitants n'ont aucune sympathie pour l'agresseur. La vraie question n'est pas pourquoi les Ukrainiens rejettent la Russie, mais pourquoi certains Russes pensent que ces déclarations n'auront pas d'impact durable sur les relations entre les deux sociétés. Ce qui, bien sûr, n'a probablement aucune importance pour Solovyov, puisqu'il a un fils qui travaille comme mannequin à Londres, une famille ici en Europe, ainsi que plusieurs proches présents en Europe. Il se moque que la Russie parte à la dérive. Il sait très bien qu'ici, c'est aussi bien. Sinon, il n'aurait jamais investi autant dans sa vie privée en Europe. Sur les chaînes Z russes, l'alerte est déclenchée non par les attaques ukrainiennes, mais par leur propre direction. Des blogueurs influents liés à la guerre réagissent avec colère aux rumeurs de restrictions accrues, voire d'un blocage quasi total de Telegram en Russie. L'accusation est qu'ils ont investi des milliards dans les structures de Telegram, construit une large audience, fait de la plateforme la source d'information la plus importante et que maintenant on veut justement s'attaquer à cet investissement, pour le saboter.
Un commentateur affirme qu'à l'ère de l'information, on se tire une balle dans le pied. Un autre avertit qu'une limitation de Telegram, combinée à la panne de Starlink, nuirait gravement à la communication sur le front. C'est remarquable, car il ne s'agit pas d'une critique venant de l'opposition, mais d'une critique provenant du cercle le plus loyal et le plus proche. Encore plus explosives sont les spéculations concernant les motivations. Certains blogueurs supposent que la direction prépare des décisions difficiles, comme une nouvelle vague de mobilisation ou des mesures économiques qui seraient très impopulaires. Pour éviter des protestations, on veut interdire Telegram pour bloquer toute coordination numérique, même si cela pénaliserait l'armée. Le ton est inhabituellement dur, on parle plutôt d'incompétence que de déconnexion avec la réalité, d'une élite qui ne comprendrait pas l'ère de l'information. Un blogueur affirme qu'aucun soldat ukrainien n'a autant nui à la Russie que certaines décisions internes. C'est assez explosif stratégiquement dans les médias. Lorsque même le spectre pro-guerre commence à douter publiquement de la direction, un nouveau récit émerge. Ce ne sont pas les pressions extérieures qui posent le plus grand risque, mais les erreurs internes de décision, ce que le Kremlin cherche à éviter. Pour le Kremlin, la faute revient toujours à autrui. Ils déclenchent une guerre et se présentent ensuite en victime, rejetant la responsabilité sur le défenseur. Ils menacent d'autres pays et reçoivent une riposte. Ce n'est pas leur faute, mais celle des autres pays. Ils sacrifient leur propre peuple au front, ce n'est pas leur faute. Après tout, ce sont les Ukrainiens qui tirent sur leur propre peuple, et non le Kremlin lui-même. Vous pouvez ainsi vous faire une idée de la logique qui se cache derrière tout cela. Reste à savoir si Telegram sera effectivement bloqué de manière générale. Le simple fait d'en débattre montre la sensibilité du sujet. Dans une guerre qui dépend fortement de la communication, de la redirection et de la coordination en temps réel, le flux d'informations n'est pas un sujet secondaire, mais constitue un système nerveux central. Et si ce système nerveux est affaibli pour des raisons politiques, ce n'est pas un détail anodin. C'est une histoire explosive, et je vous le promets. Dans le village de Louki, dans la région russe de Pskov, un dépôt de pétrole est apparemment complètement en flammes. Des images montrent un vaste incendie accompagné d'une épaisse fumée. Selon les informations, les exploitants avaient tenté de sécuriser l'installation avec des mesures provisoires, comme des clôtures et échafaudages, visibles ici. De telles constructions servent généralement à empêcher les drones d'approcher directement des réservoirs ou des infrastructures critiques, ou à déclencher prématurément leurs détonateurs. Apparemment, cette mesure de protection n'a pas suffi. Cela montre également un schéma récurrent. Les barrières statiques peuvent compliquer certaines menaces. Cela ne fait aucun doute, mais elles ne remplaceront pas une défense aérienne multicouche. Les drones modernes peuvent certes varier leurs angles d'approche, voler à basse altitude et cibler spécifiquement les points faibles, ce qui les rend dangereux. Une clôture n'est pas une défense aérienne, même si elle sert un peu. Pour la Russie, chaque incendie de dépôt de pétrole est bien plus qu'un incident local. Ces installations sont essentielles à la logistique et à l'économie. Les attaques répétées accroissent les coûts, les assurances et l'incertitude dans l'énergie, tout en envoyant un signal. Même les infrastructures situées loin à l'arrière ne sont pas automatiquement en sécurité, même si on les entoure d'échafaudages. L'industrie pétrolière russe. Et puisque nous restons sur le sujet, en 2025, elle a nettement ralenti le rythme de forage. Selon Bloomberg, rien que l'année dernière, 29 140 km de puits de production ont été forés ici. C'est 3,4% de moins qu'en 2024 et le chiffre le plus bas depuis 3 ans. On remarque également l'évolution au fil du temps. Au début de l'année 2025, des records ont encore été atteints. Mais à partir de juin, un net ralentissement s'est fait sentir. En décembre, l'activité de forage était environ 16% inférieure à celle du même mois de l'année précédente. Il ne s'agit donc pas d'une anomalie passagère, mais bien d'une tendance structurelle. Les experts en énergie estiment que les véritables conséquences ne seront visibles qu'au cours de l'année 2026. On prévoit des répercussions notables sur la production au deuxième ou troisième trimestre. Mais le contexte technique est déterminant. De nombreux champs pétrolifères sont déjà en déclin naturel, même sans la guerre. Cela signifie que la production continuera automatiquement de diminuer sans nouveau forage. Si le rythme continue de baisser, la marge de manœuvre sera donc réduite. Les forages n'affectent la production qu'après un certain délai, l'effet apparaissant seulement après des mois ou des années. Stratégiquement, c'est pertinent. Le budget russe dépend beaucoup du pétrole et du gaz. Une réduction progressive de la capacité de production augmenterait la pression financière, même si les prix restent stables. Pourtant, les investissements ne suivent pas, car la guerre coûte extrêmement cher.
Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et à l'équipe Algo, ainsi qu'au lieutenant-colonel Reneke, Scylla, Dietrich, Freddy et Myrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.